en 1990, au moment où le gouvernement de Frédéric de Klerk entamait des négociations constitutionnelles avec le Congrès national africain, le African National Congress, qu'on appelle justement l'Afrique du Sud. Et ce n'est pas la seule ville qui est entre les mains des Blancs et qui ne dépend pas, il faut le dire comme ça, de l'État central. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, en fait, depuis 1652, lors de l'arrivée des Afrikaners, n'a jamais changé. Tout ce qui a changé en Afrique du Sud, ce sont les apparences, c'est la forme et non le fond. L'Afrique du Sud n'a jamais eu un véritable changement dans la violence ségrégationniste qui a sévi depuis au moins la moitié du XVIIe siècle et qui s'est formalisée, qui s'est mutée en formule étatique, officielle et validée, adoptée comme telle au regard devant les yeux du monde passif à partir du 19e et jusqu'à la moitié du 20e siècle et qui aujourd'hui, à partir du 20e siècle justement, a eu une fausse apparence de changement radical avec l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela qui venait de passer 27 ans en prison. Et on a présenté ça comme la nouvelle nation arc-en-ciel parce qu'il n'y aurait plus de différence. Les Blancs et les Noirs vivraient désormais en paix et que c'était la fin du vieux monde et des vieux paradigmes qui ont sévi en Afrique du Sud et que comme ça l'Afrique du Sud se lavait définitivement des horreurs qu'elle a présentées au monde pendant au moins 3 à 4 siècles. Mais en réalité, c'était un leurre et les preuves sont palpables aujourd'hui encore. L'Afrique du Sud, ce n'est rien d'autre qu'un musée vivant de l'esclavage, du colonialisme et c'est la forme la plus abjecte de la ségrégation et de la maltraitance, en tout cas du capitalisme dans sa figure la plus hideuse. L'apartheid est encore en cours, l'apartheid a encore cours en Afrique du Sud, de façon évidente, de façon patente. Et le vidéogramme que nous avons regardé, Orania qui est une ville blanche parce qu'ils estiment qu'ils doivent avoir... Est-ce qu'on doit même sûrement les appeler blancs aujourd'hui, Paulela? Je ne sais pas. En tout cas, ils n'ont pas la peau noire et ce n'est pas moi qui ai développé les théories de racialisation. Mais en tout cas, ils se présentent comme tels et ils estiment que les Noirs ne peuvent pas, eux, en tout cas, vivre à côté des Noirs et qu'il faudrait donc qu'ils créent un pays dans un pays. Et ça se passe sans aucun drame, aux yeux aussi de tous. L'Union africaine, la grande incapable, observe ça et elle est contente parce que tout se passe bien sur le continent africain. Il n'y a pas de problème. Les autres présidents africains, chacun se bat pour sa petite, son compte. Et en réalité, c'est des choses totalement inadmissibles. C'est-à-dire qu'à la fin, on finit par s'accommoder des abominations de ce genre, mais c'est juste inacceptable. C'est l'inacceptable qui est devenu acceptable, c'est l'inadmissible qui est devenu admissible, c'est l'intolérable qui est devenu tolérable. Et justement, en Afrique, on ne questionne pas des patriarches selon nos cultures, on ne remet pas en cause le parcours et l'héritage des patriarches, et votre thématique interroge sur l'héritage potentiellement dévoyé de Nelson Mandela. Mais j'aimerais quand même dire que, à défaut de remettre en question de façon frontale, j'aimerais quand même qu'on se pose des bonnes questions et qu'on s'interroge. Combien de héros africains, combattants des droits pour les Noirs, combattants de la cause des Noirs, se sont retrouvés être, après leur statut de combattants unis du pouvoir en place, combien de combattants noirs dans le monde se sont retrouvés être transformés en stars plébiscités de tous, combien ont fait l'unanimité dont a fait Nelson Mandela. Donc, je ne remets pas en cause son combat qui, pendant un moment, a été noble, mais je m'interroge sur les accords et la nature des accords qu'il y a eu avant qu'il ne soit sorti de prison et
au moment où il devient président de la République. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit avec Thabo Mbeki, que ce soit avec Jacob Zuma, que ce soit avec Ramaphosa aujourd'hui, les privilèges blancs n'ont jamais changé en Afrique du Sud. On a même l'impression que depuis 1994, date à laquelle Nelson Mandela a pris le pouvoir, les choses ont radicalement changé de façon négative. Absolument. Pour les Noirs. Merci de dire ça, parce que c'est le cas. C'est précisément le cas. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que les Blancs, pour dire les choses comme elles sont, puisqu'on parle d'apartheid, et c'est eux-mêmes qui ont classifié blanc-noir, la racialisation, ça vient d'eux. Oui. Le fait de raciser, c'est leur concept. Quand on se souvient que à la période du passage de Nelson Mandela, de sa libération d'abord de prison et ensuite de son passage à la présidence en 1994, on se souvient qu'en réalité, ce n'est pas parce que les Blancs d'Afrique du Sud ou du monde entier se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient en Afrique du Sud était mauvais. C'était dans une mouvance politique, sociale et économique globale. Rappelez-vous qu'il y a la chute du mur de Berlin en 1989. Rappelez-vous qu'en 1990, il y a le fameux discours de la Baule. Je crois que c'est 90, le discours de la Baule, avec Mitterrand, qui conditionne la prétendue aide au développement des pays africains par l'instauration du multipartisme. Rappelez-vous qu'en 91, il y a la dislocation de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, avec la fameuse perestroïka et la glasnost de Mikhaïl Gorbatchev. Rappelez-vous qu'il y a une série d'événements qui sont du fait d'un changement de paradigme au niveau mondial, parce que la guerre froide est en train de se terminer et qu'il y a de nouveaux arrangements entre l'oligarchie mondiale qui n'a aucun intérêt à faire en sorte que les peines et les souffrances et la ségrégation en Afrique du Sud s'arrêtent. Ce n'est qu'un concours de circonstances. Et Nelson Mandela est l'élément essentiel à ce moment-là pour jouer le rôle justement de pompier, pour en fait calmer les Blancs, les petits Blancs qui ont peur parce qu'ils estiment que leurs privilèges vont être mis en question, et les Noirs qui ont des revendications légitimes et qui sont prêts à en découdre avec l'Occident. Donc, on sort Nelson Mandela de prison, non pas par magnanimité, mais par malice. Et la commission Vérité et Réconciliation qui s'est passée après la sortie de Nelson Mandela de prison a mis en évidence, pour ceux qui veulent lire entre les lignes, un certain nombre de compromissions dont a été à l'origine Nelson Mandela, justement, parce qu'on se rend bien compte que rien pour les Noirs n'a été résolu pendant cette commission Vérité et Réconciliation. Absolument rien. Au contraire, les choses se sont empirées. On a juste édulcoré comme ça un petit toilettage cosmétique des textes, la Constitution et tout le reste, mais en réalité, les Noirs se sont retrouvés dans des situations pires encore qu'avant. On se souvient que les assassins, les policiers assassins de Steve Biko en 1977 ont fait l'objet, entre autres, dossiers sur la table de cette conférence cette commission Vérité et Réconciliation. Ils ont été acquittés. Ils ont été acquittés, tous les 5 policiers. Mais c'était un scandale. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Et on a dit non, on est la nation arc-en-ciel, c'est terminé. Je vous rappelle également que c'est au moment de cette conférence Vérité et Réconciliation qui était supposée régler un certain nombre de problèmes. C'est de là que partent tous les griefs des Noirs en réalité. Et c'est de là que partent précisément toutes les injustices et les misères que les Noirs continuent de vivre aujourd'hui, parce que comme ça n'a pas été résolu à ce moment, et qu'à l'époque, justement, Nelson Mandela et ceux qui ont fait partie de la commission Vérité et Réconciliation et qui devaient donc plaider pour la cause des Noirs, ont fait des compromissions qui ont embrigadé en fait les Noirs, qui ont maintenu le Noir dans les géoles, même invisibles, mais plus pernicieuses en fait, du ségrégationnisme blanc. On s'est retrouvé donc en train de faire en fait une mascarade d'arrangement et de paix et de réconciliation. Vous vous rappelez également que c'est lors de cette commission Vérité et Réconciliation que tous les privilèges blancs ont été maintenus. Ils se sont organisés pour que les terres, les finances, les sociétés, les ressources du sol et du sous-sol restent dans leur précaré. Et jusqu'à présent, c'est le cas. C'est juste la forme qui a changé. Je vous rappelle également qu'on ne peut pas penser que Nelson Mandela avait les mains libres. Quand je dis les mains libres, ce n'est pas pour les dédonner, mais c'est pour dire que le héros qu'on nous a présenté, qu'on continue de nous présenter, en réalité, c'est bien pour
c'est bien pour tout le monde, en tout cas, Pour le surtout pour la petite partie blanche. On vous comprend. Mais rappelez-vous que c'est à cette période-là que l'Afrique du Sud est le premier pays d'Afrique noire, en fait d'Afrique, à valider l'homosexualité. C'était sous qui? C'était sous Nelson Mandela en 99. Et après, sous Thabo Mbeki, c'est que l'Afrique du Sud a validé et a légalisé le mariage homosexuel. Vous pensez que c'est vraiment parce qu'ils voulaient le faire? Mais pourquoi c'est en Afrique du Sud que ça se passe en premier, quand on sait que les Blancs ont fait de l'Afrique du Sud à peine 10% de la population qu'ils sont leur propriété? Donc, en réalité, l'Afrique du Sud n'est que le reflet aujourd'hui de ce que les défenseurs de la cause noire qui étaient supposés régler les questions raciales et ségrégationnistes n'ont pas pu régler et ont préféré certains arrangements de complaisance au détriment de la pérennisation de la véritable liberté des Africains d'Afrique du Sud. Malheureusement, voilà ce qui sévit. C'est pour ça qu'on peut voir une ville où, et plusieurs comme elle, où on n'a pas voulu avoir toutes ces images, où des Blancs estiment que ils sont comme ça dans leur précaré et qu'ils sont en territoire conquis. Je termine en disant que il faut toujours, mais alors toujours, se méfier des unanismes généralisés. Quand tout le monde, et surtout l'Occident, vous plébiscite, vous présente comme un Dieu, comme un sauveur, et que tout le monde est content de vous, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud peine, et l'Afrique du Sud noire précisément, peine, souffre et subit encore les mêmes affres, sinon pire, qu'il y a 3-4 siècles. Rien n'a changé en Afrique du Sud, c'est juste du saupoudrage. C'est aux Africains d'Afrique du Sud, mais d'Afrique en général, de prendre un certain nombre de mesures pour que, enfin, l'Afrique revienne aux Africains. L'Afrique du Sud, c'est le pire exemple parce que aujourd'hui, on parle de néocolonisation dans le reste de l'Afrique. Mais ces néocolons sont de l'autre côté et ils utilisent leur mandat ici, leur transfuge, leur métastase pour nous opprimer. Mais l'Afrique du Sud est une chose extraordinaire, c'est un pays extraordinaire, au vu aussi de tous, devant des personnes impassibles. C'est que ce néocolonialisme est réel, il n'est pas virtuel. Ils sont là, sur place, et ils vous font de la ségrégation dans votre pays, depuis au moins 4 siècles, et le monde entier regarde. Et le monde entier regarde sans rien faire du tout.